Pour une petite parenthèse, thread Let's SMH. go. Alors, faut suivre. Du coup, qu'est-ce que c'est Space Mesh? Alors, je reviens aux bases, c'est un peu le parfait milieu entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Pourquoi? Parce que dans le Proof of Work, on appelle ça un réseau permissionless, qui n'a pas besoin de permission, puisque tu n'as pas besoin d'avoir du staking pour valider la chaîne. Le problème du Proof of Work, c'est que bah, du coup, tu utilises tes ASICs, tes GPU, tout ça, et ça consomme énormément. Le Proof of Stake, l'avantage, c'est qu'il consomme rien, mais justement, il est permissionned, c'est-à-dire qu'il faut demander la permission, il faut avoir un minimum de staking. Et l'avantage de Space Mesh, c'est que à la fois il ne consomme rien parce qu'il n'utilise pas les GPU mais le disque dur, et à la fois il a les avantages du Proof of Stake parce que il consomme rien. Enfin, il est permissionless et il consomme rien. Et c'est vraiment le parfait milieu. Je reviendrai dessus, mais ça a déjà été fait, mais je reviendrai dessus. Tac tac, ça j'explique. Alors du coup, c'est un proof of space parce que c'est un consensus qui s'appelle le proof of space time. Il y a le proof of space, c'est-à-dire que tu dois montrer que tu as bien l'espace disque suffisant pour valider la chaîne. C'est-à-dire que c'est ton enjeu. Ton enjeu, c'est oui, j'ai tant d'espace, j'ai le droit de valider un bloc. Et pour éviter la multiplication d'identités, parce que tu pourrais dire oui, j'ai l'espace et puis renvoyer une requête derrière en disant oui, j'ai l'espace une deuxième fois et être compté comme deux identités. Pour éviter ça, il y a le proof of time qui te demande de prouver continuellement que tu as cet espace. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça le proof of space time. De base, c'était un truc sur Chia Network, qui est un truc qui est monté à 500 millions de market cap quand même, mais qui a eu de gros problèmes parce qu'il s'est fait centraliser, parce que ils avaient ce qu'on appelle un consensus dit de Nakamoto, c'est-à-dire un consensus à la Bitcoin, à la Caspa, à la pas Tao du coup, mais à tout ce qui est proof of work avec un one winner take all, c'est-à-dire un seul gagnant par bloc. Euh, et du coup, ils se sont fait. En fait, le problème avec ce système, c'est qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui monopolise le réseau, bah, le réseau lui appartient complètement. Et sur Space Mesh, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que eux, ils ont résolu ce problème dans le sens où tout le monde est reward, absolument tout le monde. C'est-à-dire que même toi, avec ton ordi flingué que tu as dans ton placard avec 256 gigas de disque dur, ce qui est rien, hein, tu vas toucher des rewards en, en fonction de ce que tu apportes, tu vois. Et ça, c'est cool parce que bah, aujourd'hui, sur Bitcoin, même si tu as un ordi assez performant, bah, tu vois, je sais plus ce que c'est la moyenne, mais je crois que c'est 36 ou 64 ans pour toucher une récompense quand tu es seul. C'est monstrueux. Et du coup, tout le monde est récompensé. Donc, il n'y a pas d'avantage à être beaucoup plus puissant ou à avoir une mining pool. Il n'y a pas d'avantage à vouloir monopoliser le réseau. Parce que tu n'as pas cet effet exponentiel de la reward. Et du coup, voilà, c'est une amélioration de ce qu'a fait Chia. Par contre, ils ont un truc qui est unique, c'est le block mesh. Le block mesh qui est du coup un DAG. Alors, j'espère que vous savez ce que c'est un DAG. Un DAG, c'est comme Caspa, c'est-à-dire une architecture où tu as plusieurs blocs en même temps. Sauf que le block mesh, c'est ça, mais avec des layers. Donc, c'est-à-dire que c'est un DAG sur un DAG sur un DAG. En fait, à chaque fois, à chaque bloc, il y a plusieurs personnes au hasard qui vont en miner un sur un layer différent. Ce qui permet de faire participer tout le monde et d'avoir un truc du genre, là, il y avait 110 000 layers. Donc en fait, il faut un peu imaginer comme ça, comme bah, voilà l'image qu'il y a. C'est dur de visualiser ça, mais c'est vraiment un truc en 3D comme ça qui s'expand dans tous les sens. Et, euh, et c'est unique à Space Mesh pour le coup. C'est vraiment un truc qui a été inventé par Space Mesh. Ensuite, on a Lane Rettig qui est le développeur principal et celui qu'on voit le plus souvent. En fait, c'est le gars qui travaillait sur la roadmap du sharding d'Ethereum à l'époque et qui devait faire la VM de ce sharding. Donc il s'y connaît hein, en tout ce qui est scalabilité horizontale, donc parallélisation, parce que c'est ce que fait Space Mesh, hein, c'est de la parallélisation, mais un peu différemment. Ça a une sorte de sharding. Hein. Et en fait, il devait faire le sharding de l'Ethereum avant que ce soit abandonné pour la roadmap Layer 2. Parce que de base, si vous ne saviez pas, il y avait une roadmap sharding qui était trop complexe et trop risqué pour Ethereum. Mais c'est lui qui bossait dessus, ce qui est assez fou. Vous me direz si vous avez beaucoup de devs comme ça qui ont bossé sur la VM de Ethereum, mais je pense pas. Euh, Ensuite, on a le co-founder Ayiv Eyal,
voilà, qui a quand même bossé pour Sony. Il a fait, tout ce qui est, comment on dit? Bah, VM à l'intérieur de Sony, je saurais pas comment dire. Les programmes, voilà. Il y a pas que ça, hein, c'est juste sa meilleure expérience, mais c'est un gars qui a des expériences de zinzin. Rami Casterstein, pareil, grosse expérience web de Web3. Heu, on a quand même des gens très, très quali qui viennent de Tel Aviv, comme, Starkware et d'ailleurs Starkware et Space Mesh sont assez proches. Dire, il y a eu un call entre les 2. Je pense pas que Starkware appelle tout le monde, surtout des petites chains, je pense pas. Donc c'est assez cool. En fait, j'ai l'impression qu'il y a que le retail qui voit pas pourquoi Space Mesh pourrait être grand, mais du coup, je vais expliquer un peu. Les stats sont cool. Alors, il y a une petite baisse, hein, récemment. Là, on voit que ça commence à toper un peu. Ça monte, mais c'est pas aussi explosif qu'avant. Mais bon, c'est le marché aussi, le prix qui dépite un peu tout le monde. Même si ça va en ce moment, du coup, il prend pas trop de dump le SMH. Il est tellement bas maintenant. 31 000 comptes créés. Et pourquoi il m'a fait ça? Tac, tac, tac. Voilà. Et surtout 5 exabits de stockage, ce qui est énorme. Alors, oui, on avait 6 millions de mineurs, mais 6 millions de mineurs, il y a plein d'identités derrière, peut-être. Genre, une personne peut avoir 100 jusqu'à 1000 mineurs potentiellement. Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait un réseau extrêmement décentralisé. Mais je vais expliquer pourquoi ce chiffre va de toute façon baisser. Euh, du coup, c'est aussi gros en termes de stockage que Falcon. Falcon qui est là depuis 4 ans. Et SMH a juste 1 an d'existence. C'est absolument monstrueux ce qu'ils ont en stockage. Même lui, j'ai écouté l'analytique plusieurs fois, il s'attendait absolument pas à avoir autant de participation. Et en fait, il voulait, enfin, il pensait à utiliser ce stockage pour faire du dépine, pour justement soit faire comme du Falcon, du Arweave ou autre chose, mais tout cet espace disque qui est utilisé du coup que pour le consensus, et du coup pas ultra efficient, on pourrait l'utiliser pour autre chose, pourrait être utilisé plus tard. Alors ça, c'est génial, je trouve. C'est pour ça qu'il m'a fait ça. Tac. Ils en raise quand même 18 millions. Alors j'ai pu calculer, ça c'est génial. C'est une première info, puisque j'avais jamais fait avant. Je suis allé dans le Discord pour demander combien ont eu les investisseurs. Et apparemment c'est transparent, puisqu'on a su qu'il y avait 93 millions pour les investisseurs de tokens, sur les 150 millions qui sont vestes. Et du coup, ça me donnait un prix de 20 centimes, je crois. On a 20 centimes le token pour les VC, en moyenne. Et aujourd'hui, le token est à 1 dollar, donc on est à x5 pour les VC. C'est vraiment tranquille, quoi. C'est tranquille. Surtout que ils ont changé la tokenomics. Avant, on avait ce genre de supply, où on avait un gros cliff qui arrivait là il y a quelques jours, il y a 2 semaines, je crois. Et en fait, ça a été plus soft. Ils ont changé la tokenomics parce que les gens ont un peu râlé. Et là, alors, on a ici les VC et Team en rouge. Et à partir il y a 2 semaines et l'année prochaine, ça va faire ça, quoi. Donc c'est assez tranquille. On a quand même la supply qui va faire x3, hein. Mais ça, c'est pris en compte dans ma théorie d'investissement. Il faut calculer par rapport au prix que vous estimez, mais ça reste très peu valorisé. Et du coup, en plus, ça fait genre 15 ou 20% pour les VC, je crois. Donc c'est vraiment pas énorme. Ouais, ça, du coup, le calcul est faux parce que ça prend en compte la team. Et la team, on compte pas, du coup, ils ont pas acheté leur token. Euh, et c'est pas une pression tant vendeuse que ça, la team, c'est surtout les VC. C'est leur métier, quoi. Ah oui, le plus gros catalyseur, Lane Ritchie bosse sur une VM. Alors je rappelle que c'est son métier, hein. Il bosse sur une VM construite sur une layer 1.5, ce qu'ils appellent une layer 1.5 parce que c'est comme une layer 2, sauf que tu vas pouvoir utiliser l'argent de la layer 1. Les deux vont être liés, et tu n'as pas besoin d'avoir l'argent sur la layer 1 et l'argent sur la layer 2. Donc c'est hyper pratique. Il a tout de suite compris le problème de la fragmentation de liquidité. Et ça va être construit grâce à RISC-V et grâce au langage Rust. Le langage Rust, qui est le langage le plus connu, est assez proche de l'EVM, de Solidity donc.
Heu, du coup, je trouve que c'est un très bon choix, ça a été longuement réfléchi. Et c'est du coup un optimistic rollup au départ, qui pourra se transformer en ZK rollup. Et c'est la première VM à utiliser RISC-V. RISC-V, comment dire? C'est une solution pour faire du ZK qui est déjà faite. C'est pas comme Starknet qui a fait, son ZK, à la main comme ça, mais il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. RISC-V, c'est une nouvelle solution qui permet juste de te connecter, enfin de l'inclure beaucoup plus facilement et ça marche très, très bien apparemment, ils sont hyper scalables, donc c'est assez génial. Le petit red flag dont j'ai jamais parlé, à part sur le Discord, il y a, en ce moment, on a un problème de centralisation de la blockchain à cause des H9. Les H9, c'est une mining pools qui vient de Chia, justement, et ils sont venus gratter là sur SMH, et ils sont tellement malins qu'ils ont réussi à multiplier leur identité alors que c'était pas possible. Et du coup, ils centralisent vraiment le réseau. Alors, c'est pas trop grave parce que le réseau est très récent et qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils veulent juste les récompenses. Mais ce sera quelque chose qui va être résolu là dans l'année. Ils vont faire un nouveau proof of space-time qui va les empêcher de monopoliser comme ça. Et en attendant, ils vont faire mettre en staking quelques SMH juste pour incentiver à pas avoir plusieurs identités. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de mineurs, c'est parce que tous ne minent pas forcément, et puis il y a cette giga pool qui vient de Chia. Donc voilà, c'est un peu le truc pas cool, le red flag, mais je suis transparent, hein. Mais voilà, moi je suis assez confiant pour la suite, et, et voilà. Petit opium, voilà, ça c'est un opium que j'aime beaucoup. On a Space Mesh et Cass. Ça, c'est l'endroit où est Space Mesh quand Cass avait le même market cap et la même. Ça faisait un an aussi qu'il était live. Il était là, Cass. Donc on a beaucoup de potentiel, même si Cass est un fair launch, pas SMH. Mais les deux sont souvent mis à côté. En fait, il y a la communauté de tout ce qui est SMH, Cubic, Tao. Cette communauté, tu sais, très. Pas shady, mais un peu les gars qui adorent les faire lunch, qui adorent les trucs qui ont beaucoup de sens avec du fonda et tout, qui sont sur SMH aussi. C'est un coin qui est très apprécié de ce genre de communauté. Ce qui est très cool. Voilà, bref, un très bon coin. Le seul truc inquiétant, voilà, c'est CH9. Il y a des gens qui mid-curve beaucoup parce que Athena VM ne sera pas disponible tout de suite, ça va prendre bien un an, je pense. Moi, je suis pas d'accord. De toute façon, on s'en fout un peu. Les gens, de toute façon, ils achètent le rêve, ils achètent pas le produit. Et voilà, aujourd'hui, je crois qu'il vaut 50 millions de market cap, moins que ça, moins que ça. Même. C'est assez une honte pour un truc aussi prometteur. Et on verra où ça ira. Moi, c'est un de mes plus gros bags. J'en ai pas vendu un seul. Et voilà, je continuerai même d'en acheter. Je trouve ça incroyable. Je suis d'accord. En tout cas, c'est, en tout cas, c'est pas inintéressant, c'est très intéressant. Et ça build bien. Une bonne question. Il dit la poule de H9, c'est celle qui a flingué Chia. Alors j'y ai pensé, j'ai pas vérifié, mais c'est fortement possible parce que putain les gars ont l'air hyper smart. Une augmentation de la supply de 500% en 2 ans. En 2 ans peut-être, en un an c'est 200% je crois. Encore une fois, tu le calcules. Tu vois, attends, je vais repartager. Tu peux repartager? Yep. Moi, c'est calculé dans ma théorie d'investissement. Je me base du coup sur mes. Alors, c'est plutôt juillet parce que le magnet est en juillet. Juillet 2025, on sera ici. On est actuellement à 50 millions. Tu peux regarder sur le dashboard. Là, on sera à 180. Donc, 180 fois 1 dollar. C'est-à-dire que si le prix ne bouge pas à 1 dollar, en juillet 2025, il aura 180 millions de market cap. Est-ce que pour toi, c'est sous-valorisé ou pas? Tu vois, c'est ça la question. Pour moi, c'est toujours extrêmement sous-valorisé. Et c'est un truc que je vois au-dessus de 1 milliard. En tout cas, moi, ma vision, c'est largement au-dessus d'1 milliard. Pour moi, ça devrait avoir le market cap de casse actuellement, c'est-à-dire 4-5 milliards. Mais ça, c'est comment je le vois moi, chacun gère. Voilà. C'est pas une estimation de prix non plus. Moi, je vendrai quand ce sera la hype et puis basta. Mais je pense que c'est ce qui serait assez fair. Tu vois.
pour une layer 1 aussi prometteuse. J'aime trop quand Ouais, il est vraiment pété. Ah, mais c'est Mickaël qui a posé la question. Ah, très bonne question. tac. En tout cas, toujours aussi carré sur le sujet. Et on va continuer de toute façon à donner toutes les news autour. En tout cas, on attend la VM live avec hâte. Ah ouais, ça va être tellement bien. En vrai, ça a l'air tellement prometteur. On parle quand même d'un gars qui a bossé voilà, sur le sharding de Time. Donc je pense qu'il va nous chier un truc de zinzin. Je voulais aussi revenir sur un truc parce que je ne l'ai pas mis dans le thread et j'aurais dû. C'est la FDV. Les gens ils se chient dessus parce qu'il y a une FDV de 2 milliards. Mais j'ai pas. Enfin, il faut que je retrouve le tweet. Vas-y, attends, je le fais. Il est là. Voilà. En fait, il y a une FDV de 2 milliards, sauf que bah, la FDV s'étend sur 2000 ans. Ça, c'est un truc que j'ai déjà dit en live, mais je le répète parce qu'il n'y a peut-être pas les mêmes personnes. Mais souvent, quand tu découvres la tokenomics, tu te dis, ouah, la FDV, en fait, c'est ça qu'il faut regarder, et ça veut tout dire. Alors que c'est faux. La FDV, elle se prend au cas par cas. Et il faut comprendre, tu vois, une FDV de 2 milliards qui se finit dans 2 ans et une qui se finit dans 2000 ans, ça n'a pas du tout la même valeur. Et faut pas trop mid-curve la FDV. C'est très important à connaître quand même, mais ça veut pas tout dire. Souvent, la dernière fois, je donnais cet exemple, mais par exemple, Ethereum n'a pas de FDV. Ethereum va avoir de l'inflation toute sa vie, et pourtant, Ethereum prend de la valeur. Donc c'est pas un argument, c'est pas très grave. Voilà, faut pas que la FDV soit énorme sur quelques années. Ça, c'est terrible, c'est absolument terrible. Mais si c'est sur 2000 ans, de toute façon, on sera pas là pour le voir, on s'en bat les couilles.